On a, nous, une stratégie qui est très simple. Je peux vous la résumer en 2 points. On essaye de faire des offres qui sont très simples, très innovantes et très accessibles. Donc on a 18 millions d'abonnés avec seulement 4 offres. 2 offres sur le fixe, 2 offres sur le mobile. Ces offres, elles changent très rarement. Le prix reste le même et on essaye de les enrichir de manière constante. Et la deuxième grande ligne de notre stratégie, c'est de construire nos réseaux. Donc vous évoquiez l'itinérance. On a, à marche forcée, déployé notre réseau mobile. On est, de tous les opérateurs, celui qui a déployé le plus vite sa licence 3G, quand on prend le même point de départ. On est également le seul opérateur, je ne sais pas si vous le savez, à avoir respecté la totalité des jalons de sa licence 3G. Tous les autres ont été, à un moment ou à un autre, mis en demeure pour des retards de déploiement. Sur le fixe, on est également celui qui a le plus dégroupé les répartiteurs. Nous avons aujourd'hui à peu près 8500 répartiteurs qui sont dégroupés, ce qui veut dire qu'on porte le haut débit, le triple play très loin dans les territoires. SFR a dégroupé à peu près 7200 répartiteurs. Et chiffre important, puisque c'est un acteur qui souvent critique notre stratégie ou le fait qu'on n'investirait pas assez ou pas assez loin, notamment en évoquant le mobile. Soyez conscients du fait que Bouygues Telecom n'a déployé en propre que moins de 2000 répartiteurs. Ce qui veut dire que la présence sur le fixe de cet acteur, elle est limitée aux grandes villes. L'investissement dans le FTTH, il est pour nous une ligne directrice et une ligne forte de notre stratégie depuis 2007. On a investi sur la zone très dense de manière très importante et on est co-investisseur sur la zone dite AMI, la zone de co-investissement, avec Orange de manière systématique. Concernant les RIP, on a entamé des négociations avec 2 opérateurs de RIP importants. On a une vision extrêmement positive sur le GIE FTTH que vous évoquiez, qui nous paraît un élément essentiel de la réussite. Et soyez vigilants parce que l'opérateur historique lutte d'arrache-pied contre ce guichet unique de commande qui serait un élément essentiel, parce que pouvoir commander ou commander du service après-vente sur un grand nombre de RIP par un point unique, c'est un élément clé du succès. Donc soyez très attentifs à ce que cette plateforme de commande aille à son terme. C'est vraiment une des conditions essentielles de réussite des RIP. Sur le mobile, vous me demandiez un petit bilan de notre action. Je crois qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites au lancement de Free Mobile il y a 4 ans et demi. 4 ans et demi après, on peut constater la réalité des faits. Le marché français était un oligopole, tel que la théorie économique le définit, très clairement, cher, avec des offres très complexes et peu adaptées aux attentes. Nous avons lancé 2 offres, 2 € et 20 € dans ce qu'on appelle le SIM-only, c'est-à-dire juste la carte. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner pour 24 mois d'engagement avec un téléphone qu'on fait mine de vous subventionner, mais qui en fait vous est vendu. Et 4 ans et demi après, 60% des Français ont fait le choix du SIM-only. Donc, avant notre lancement, 0%. 4 ans et demi après, 60%. Ils ne sont malheureusement pas tous chez nous, mais néanmoins, c'est la preuve que la concurrence a apporté la réponse à un besoin qui n'était pas satisfait. L'illimité s'est généralisé. Le fair use, je suis désolé des termes, enfin la quantité de data associée au forfait a explosé, puisqu'on a proposé d'entrée de jeu un forfait avec 50 gigaoctets, là où, au moment de notre arrivée, avoir 1 mégaoctet était considéré comme une richesse incroyable. Et nous avons ajouté, il y a maintenant un peu plus d'1 an, le roaming dans l'ensemble de l'Europe, 35 jours par an et par pays, à prix inchangé. Vous pouvez utiliser votre forfait comme en France en 2 et 3G sur 28 pays de l'Union européenne et aux États-Unis. Également un élément qui n'existait pas avant, où le fait d'utiliser la data à l'étranger amenait la certitude d'une explosion de la facture. Sur la couverture mobile et la manière de s'affranchir de l'itinérance, vous l'avez mentionné, Madame la Présidente, on a fait un investissement très important dans la bande 700 MHz. Nous n'avions pas pu être candidats avec réussite sur la bande 800, puisqu'on n'avait pas encore lancé nos services, et qu'on avait déjà dû subir 2 appels d'offres supplémentaires sur le 2600 et le 800. Donc la réussite n'était pas certaine, on ne pouvait pas prendre de risques insensés. On a maintenant un engagement très fort à déployer la 700, qui va permettre d'améliorer la couverture 4G sur l'ensemble des territoires, de couvrir les voies de transport et notamment les trains. Et nous avons par ailleurs une application forte
avec l'impulsion du gouvernement et le soutien de l'ARCEP sur la couverture des zones blanches, puisque Free Mobile a rejoint le programme qui a vu son ampleur significativement augmenter. Quelques mots de l'itinérance, parce que cette itinérance qui est stigmatisée notamment par l'un de nos concurrents, il faut la relativiser, c'est-à-dire que l'itinérance, ce n'est pas un avantage concurrentiel que nous avons. Il ne pourrait pas y avoir de quatrième opérateur sans itinérance, pour la bonne et simple raison que vous ne pouvez pas arriver en 2012 ou en 2014 sur un marché comme la France avec 3 opérateurs qui couvrent 99% de population et proposer un service limité à quelques grandes villes, avec des trous partout. Juste le quatrième opérateur n'aurait pas pu exister. On a donc aujourd'hui un contrat d'abord qui est limité à la 2 et 3G, ce qui sur un marché qui est totalement drivé par la 4G n'est quand même pas un avantage déterminant. Et on a d'autre part un contrat qui est extrêmement cher. Je ne vous donnerai pas le chiffre, il est couvert par un accord de confidentialité, mais il a souvent fuité dans des analyses ou autres. C'est en centaines de millions d'euros. Donc nous sommes un opérateur qui a d'un côté pratiquement 8000 antennes en propre, avec donc toutes les charges associées à un réseau que vous exploitez et que vous développez, les fréquences qu'on a achetées et qu'on règle tous les ans à l'État. Et nous avons par ailleurs un contrat d'itinérance extrêmement coûteux, qui est juste une condition à notre existence et pas du tout un avantage concurrentiel. Donc ce contrat, il a vocation à s'éteindre progressivement. Je ne sais pas si 2020 sera la date finale. Le fait est qu'on a renouvelé un contrat avec Orange qui nous mène jusqu'en 2020. On fera avec l'ARCEP un bilan un petit peu avant pour voir ce qu'il en est de l'avancée de notre couverture, des efforts qu'on a entrepris, des investissements qu'on a pu faire. Et en fonction de ça, je pense que l'itinérance s'éteindra progressivement. Notez quand même que Bouygues Telecom, qui est souvent venu fustiger l'itinérance devant vous, fournit une itinérance 4G à SFR pour permettre à SFR de ralentir ses investissements. J'ai l'impression que ça fait moins débat et que ça questionne moins. Je me demande pour quelle raison. Et notez également, il y a des publicités en ce moment pour un opérateur virtuel, un MVNO, qui réplique strictement nos offres, 15,99 € avec un forfait 4G avec 50 gigaoctets, sans avoir investi dans la moindre fréquence, sans avoir acheté la moindre antenne, en achetant simplement du trafic aux 3 opérateurs. Est-ce que l'itinérance est moins légitime que ce genre d'accord MVNO qui permet à une grande banque française d'offrir à ses clients ou aux autres des produits au même prix que nous qui investissons massivement? À mon sens, il y a débat. Toujours est-il qu'on est un opérateur de réseau avec un investissement très fort pour déployer nos réseaux, qu'on sait qu'on est performant, rentable et innovant quand on maîtrise nos réseaux, que ce soit le cuivre, la fibre ou le mobile. Donc soyez certains qu'on est un opérateur qui est là pour installer ses antennes et que simplement déployer un réseau mobile en France, ça prend du temps. Nos concurrents ont mis 15 à 20 ans et ils n'ont pas terminé. Il ne faut pas nous demander l'impossible. Ça fait seulement 5 ans qu'on a démarré et on a déjà pratiquement 8000 antennes. Et on couvre, vous le rappeliez, 84% de la population en 3G et 65% en 4G. Et notez qu'en 4G, notre couverture en propre est plus importante que celle de SFR, qui a pourtant 20 ans d'existence à des fréquences 800. Donc ça démontre le fait, je pense, qu'on n'est pas un opérateur complètement passif en la matière. Ça, c'est la stratégie d'Iliad en quelques mots. Le marché français aujourd'hui, qu'on a parfois présenté comme sinistré, en retard, enfin selon les analystes ou les moments, on peut avoir différents regards. Nous, les chiffres qu'on peut voir, les comparaisons qu'on peut faire avec les autres pays d'Europe, nous donnent plutôt le sentiment qu'on est un pays qui est très bien placé. Les Français sont très bien équipés, aussi bien en accès fixe qu'en accès mobile. La concurrence apportée par le quatrième opérateur a poussé le déploiement de la 4G. Et autant la 3G était restée au frigidaire pendant 7 années, les opérateurs maximisant la rente de la 2G avant de la déployer, autant la 4G, vous avez pu voir qu'il y a eu du marketing sur la 4G avant même les premiers déploiements. Et on a aujourd'hui une couverture 4G en France qui est très bonne et qui progresse vite. On a également fait le choix collectif, pouvoir public et opérateur du FTTH. C'est un choix très luxueux. Il n'y a aucun pays d'Europe qui ait fait le même choix, à part peut-être un ou deux pays nordiques. Après, c'est le Japon et la Corée. Alors, c'est un choix qui est très coûteux, hein, on connaît les chiffres, 30 milliards ou plus pour fibrer le pays. Et je pense que c'est un bon choix qui nous mettra dans 5-6 ans largement en avance sur les autres pays d'Europe, qui peut-être aujourd'hui, de manière un peu fictive dans les statistiques, parce qu'ils ont un peu modernisé le cuivre, ou bien parce qu'ils ont un peu modernisé le câble, peuvent offrir 30 mégabits à un peu plus de foyers,
mais j'ai la certitude que ce plan FTTH, dans lequel il y a un engagement très fort des collectivités locales, des opérateurs privés, de l'État, sera une réussite et que c'est un investissement qui mettra la France très en avant des autres sur le très haut débit. Et vous le savez, en quadruple play, quand on a un réseau très haut débit fixe, on a également un réseau mobile performant, parce que ce réseau fixe, c'est la collecte des réseaux mobiles. Donc la 4G a besoin de réseaux fibres pour être totalement efficace. Deuxième point sur le marché français, l'investissement est au plus haut. Alors vous me direz, c'est une période où il y a la 4G, la fibre, oui, mais toujours est-il que vous prenez les chiffres qui sont sur le site de l'ARCEP, déclarés par les opérateurs et vérifiés. Depuis 2009, date d'attribution de la 4e licence, on est de manière très régulière au-dessus de 7 milliards d'euros d'investissement en France, qui sont des chiffres jamais vus et qui sont largement supérieurs à ce qu'ils étaient avant. Donc la 4e licence et la concurrence n'ont pas du tout réduit l'investissement, ils l'ont au contraire dynamisé et augmenté. Le troisième point, qui est un point de satisfaction et qui est également, je pense, un élément sur lequel il y a parfois quelques erreurs de perception, c'est que les acteurs se portent très bien. Tous les acteurs, les 4 acteurs mobiles français ou les 4 acteurs intégrés fixes mobiles français sont des acteurs qui distribuent beaucoup de dividendes, à l'exception de nous-mêmes, qui investissent beaucoup, dont le cours de bourse se porte bien et qui sont en bonne santé financière. Sur le mobile, tous les opérateurs sont en conquête, à part peut-être Numéricable SFR qui est dans une phase d'intégration à la suite de sa fusion, donc il y a peut-être quelques sujets à régler, mais tout le monde est reparti en conquête et les acteurs se portent bien. Donc vous n'avez pas de problème à traiter d'un opérateur qui serait trop faible, affaibli par la concurrence ou autre. Et puis le dernier élément qui me semble important, vous l'évoquiez, c'est que 3 de ces 4 acteurs exportent leur savoir-faire. Orange est présent en Europe et dans le monde. Numéricable SFR a pris des positions très fortes dans plusieurs pays d'Europe et aux États-Unis. Et nous venons d'obtenir, sous réserve de validation par la Commission européenne, probablement début septembre, les moyens de rentrer sur le marché italien assez rapidement. Quels sont les sujets qui nous paraissent d'importance pour le futur ? Sur le fixe, la fibre est un magnifique projet, c'est clair, et on y adhère complètement, mais il faut être vigilant sur 2 points au moins. Le premier, et je ne dis pas ça dans un esprit polémique, mais pour remettre, je pense, le doigt sur un sujet essentiel, l'opérateur historique ne doit pas profiter de la fibre pour remonopoliser. Or, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Orange fait plus de 70% de part de marché sur la fibre, et ce n'est pas seulement par son talent. Je voudrais apporter quelques précisions. D'abord, les investissements. Les investissements d'Orange dans la fibre ne sont pas extraordinaires. Stéphane Richard les a indiqués il y a quelques jours dans une interview à la Tribune. 550 à 600 millions d'euros dans la fibre en 2016 pour 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est à comparer aux 350 millions d'euros qu'investit Iliad dans la fibre pour 4,4 milliards de chiffre d'affaires. C'est un chiffre qui n'est pas extraordinairement élevé. Ou autre ordre de grandeur, nous versons au titre du dégroupage, quand on utilise le réseau de cuivre d'Orange, sensiblement plus, juste nous, Iliad, nous reversons à Orange sensiblement plus que ce qu'ils investissent dans la fibre. Donc on est sur un chiffre qui est finalement pas tellement impressionnant. La deuxième chose, c'est que le succès actuel de l'opérateur historique, il est lié bien sûr à son talent en partie, mais aussi à des avantages structurels. Jusqu'en 2009, Orange s'est réservé l'usage des fourreaux. Vous savez, tous ces tuyaux, ces 300 000 km qui sont dans les routes de France qui permettent de déployer la fibre, pendant que les alternatifs devaient creuser des tranchées ou passer par les égouts. Et tout ça, ça a permis à l'opérateur historique de couvrir toute la zone dense quand les autres ne pouvaient pas y accéder. S'y est ajouté le fait que le point de mutualisation a été mis dans l'immeuble, ce qui est une barrière à l'entrée énorme sur les zones denses. Rien que Paris, c'est 65 000 immeubles dans lesquels il faut rentrer. Et c'est quelque chose sur lequel on a de vrais problèmes. Et puis la zone de co-investissement, la zone dite AMI, Orange y a une position ultra dominante, 80-85% des lignes, et nous paraît se comporter en matière contractuelle et tarifaire de manière non satisfaisante, surfacturer les prises et refuser des conditions contractuelles acceptables. Donc on pense que le cadre... Juste vous préciser que nous sommes là pour vous entendre parler de votre stratégie et pas forcément d'aller... Voilà, nous avons auditionné tous les opérateurs, nous leur avons posé toutes les questions, donc nous on a besoin
nous attend à vous. On n'est pas là pour être la caisse de résonance ou de faire, disons, des échanges entre opérateurs, quoi. Nous, on est là surtout. Après, si les parlementaires veulent vous poser des questions là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais voilà, nous voulons nous concentrer sur votre stratégie à vous. Madame la Présidente, notre stratégie, c'est de déployer la fibre. Si le cadre ne nous permet pas de le faire, et si on ne peut pas vous le dire, on a un problème. Aujourd'hui, c'est la réalité. On a un opérateur historique qui est en train de balayer tout le monde sur la fibre parce que le cadre lui est trop favorable. Notre stratégie, c'est de déployer des réseaux très haut débit. On investit massivement, mais on demande des adaptations du cadre. C'est ce que j'essaye. Un régulateur, quand même. Mais peut-être je parle aussi au régulateur au travers vous. Attendez, ici, vous parlez aux députés, vous ne parlez pas aux régulateurs. Mais je crois que vous avez une mission de contrôle ou de supervision sur ces autorités administratives. Donc, nous pensons que ce cadre, pour mener à bien notre stratégie, doit être amélioré. Et nous pensons aussi que la concurrence par les infrastructures ne doit pas être un concept réservé à Free dans le mobile. Donc que sur le fixe, tout le monde doit investir, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Pour vous parler toujours, je pensais que ce qui pouvait vous intéresser, c'était notre stratégie, mais comment on peut la déployer. Vous me demandez comment mettre un terme à l'itinérance, par exemple. Je voulais vous dire, mais vous me direz si c'est hors de propos, qu'on a besoin de pouvoir déployer nos antennes. Or, aujourd'hui, il y a de plus en plus de textes, je pense à la loi Abeille, je pense à la loi Allure, qui complexifient le déploiement, qui le ralentissent. Non, mais c'est des éléments qui me paraissent très importants. Écoutez, mais tout à fait, vous avez raison de les exprimer et on est là pour dialoguer là-dessus. Mais effectivement, mais ce contexte législatif s'impose à tous. Ah, on est d'accord, il s'impose à tous les opérateurs. Oui, mais il y a 3 opérateurs qui ont déjà des réseaux déployés de 20 000 sites, et donc qui n'ont pas forcément le même problème que nous, et qui vous demandez de déployer très vite un réseau. Mais maintenant, après, on ne conteste pas les lois de la République, on vous indique juste parfois les paradoxes de l'action publique qui, d'un côté, nous demandent de déployer très vite, et qui, de l'autre, mettent énormément de barrières au déploiement, avec des chartes ou avec des textes assez restrictifs. Donc, le déploiement du mobile, ça nous paraît quelque chose de vraiment important, d'avoir, non pas de faire n'importe quoi, on fait très attention et on agit toujours en relation étroite avec les collectivités locales, on discute avec l'environnement, les habitants, les associations, mais on a des obligations de couverture très importantes sur le 700 MHz par exemple, on paye les fréquences très chères et derrière on a des difficultés à déployer ces sites. Donc c'est un élément, je pense, qui est important de partager avec les parlementaires.